Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire pendant l'heure méridienne. Je suis Sylvie Burenec, directrice exécutive de Reliance, et très heureuse d'être en compagnie de Philippe Charton. Bonjour, Philippe Charton, directeur du développement de Reliance, à côté des acteurs territoriaux. Nous allons vous présenter cette 22e édition du Panorama. Cette publication se concentre sur l'impact des absences pour raisons de santé des agents territoriaux sur les 6 dernières années, de 2017 à 2022. Nous allons vous en proposer un décryptage, une analyse approfondie sur 3 domaines. Le premier, regarder l'impact pour les collectivités des évolutions des absences pour raisons de santé de leurs territoriaux. Le deuxième, regarder l'impact du vieillissement. Et puis le troisième, l'impact pour les agents territoriaux confrontés à des arrêts de plus de 90 jours et qui donnent une indemnité en demi-traitement. Donc on fait un focus particulier sur ce sujet-là cette fois-ci. Avant de démarrer sur les chiffres, je tiens à remercier pour cette 22e édition les grands témoins qui nous ont fait le plaisir de participer. Donc, je voudrais particulièrement remercier Françoise Descamps-Cronier, présidente du FIPHFP, Chantal Pétard-Voisin, présidente du CDG 35, Philippe Laurent, président du Conseil Sup de la fonction publique territoriale, Olivier Ducrot, président de la NDCDG, et Gilles Averrousse, président de Ville-de-France. Voilà, mais avant de démarrer par quelques chiffres, Philippe, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce panorama et sur les données que nous avons utilisées? D'où viennent-elles? Sont-elles robustes? Voilà les questions légitimes qu'on peut se poser. Souvent des questions sur le sujet, au sujet du panel. L'étude qu'on vous propose aujourd'hui, le panorama de 2023, est assis en fait sur un échantillon d'agents, plus de 460 000 agents. Ces agents, en fait, font partie des données, entre guillemets, qu'on collecte au niveau assurantiel. Sous-entendu, les collectivités dans lesquelles ces agents délivrent leur mission d'intérêt général ont pris un contrat d'assurance statutaire. Et donc, nous, au travers de la récupération de ces données sur les agents ayant eu des absences pour raison de santé, c'est ce panel qui constitue en fait les données qu'on va vous présenter. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de collectivités, c'est plus de 15 000 collectivités en tant que telles. Donc on voit que ce sont des chiffres robustes. Juste une petite précision, bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat et nous veillerons à y répondre. Nous allons également vous adresser le lien vers la publication, de façon à ce que vous puissiez la relire et la partager. Et le replay de ce webinaire sera disponible également. Mais démarrons par les chiffres. Nous prenons toujours un recul de 5 ans dans nos panoramas. Ça permet de voir les grandes tendances. Ça permet surtout d'être à l'abri de phénomènes conjoncturels qui ont été très nombreux ces dernières années, notamment en raison du Covid. Et vous verrez, je ne veux pas déflorer le sujet, que 2022 a été également très touché. Donc, tendance lourde de ces dernières années, une augmentation notable de la gravité, c'est-à-dire la durée des arrêts. En maladie ordinaire, les durées ont progressé de 24%, en accident du travail de 20% et en longue maladie longue durée de 4%. Au global, la hausse de la durée des arrêts est de 20%, en raison bien évidemment du poids des longues maladies sur le total. C'est évidemment un des impacts majeurs du vieillissement de la fonction publique territoriale. Mais nous reviendrons sur ce sujet. À noter aussi, si on regarde sur l'accident du travail, on voit que si la durée des arrêts progresse, la fréquence et l'exposition sont-elles en baisse. Nous pouvons y voir les impacts des mesures de prévention, primaires, secondaires, tertiaires, qui ont été mis en place dans les collectivités. Les absences pour raison de santé ne sont pas une fatalité, même s'il n'y a pas de baguette magique.
Mais il est certain qu'augmenter le pilotage, le management des risques, la prévention permet d'avoir un impact. La maladie ordinaire est un des sujets sur lesquels les collectivités aujourd'hui se penchent très attentivement et on voit au vu du poids de la maladie ordinaire que c'est nécessaire. Effectivement, si on regarde le taux d'absentéisme, il est aujourd'hui au global de 9,7%. Si on incluait la maternité, on arrive à 9,2%. L'année dernière, ce taux de 9,7 était à 9,6. Donc, vous voyez une très légère augmentation cette année. Cependant, ça correspond à 10 agents équivalents temps plein, absents toute une année, sur une collectivité qui a 100 agents, quasiment. Et là, le poids de la maladie ordinaire est très important parce que vous voyez, on est à plus de 5 agents sur 100 qui est absent toute l'année pour une maladie ordinaire. La maladie ordinaire porte à elle seule la moitié des absences pour raison de santé. La longue durée en représente 3 agents sur 100 et l'accident du travail, 1,5 sur 100. Philippe, pourrais-tu zoomer et analyser ces absences en maladie ordinaire? Simplement, avant de commenter ces différents chiffres, je voudrais revenir sur la composante, en fait, les composantes du taux d'absentéisme. Parce qu'on l'a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'analyse porte sur plus de 15 000 collectivités, 460 000 agents, mais aussi on applique la même méthodologie, à savoir le fait de calculer un taux d'absentéisme, certes, mais aussi de le compléter par 3 niveaux d'indicateurs. Des indicateurs sur la gravité, c'est-à-dire la durée de l'arrêt, sur l'exposition, la part des agents s'étant absentés au moins une fois dans l'année, et puis la fréquence qui est en fait le nombre d'arrêts mesurés sur la période. Et donc, au travers de ces 3 indicateurs, plus la résultante, le taux d'absentéisme, au-delà du fait, on peut toujours discuter de la méthodologie. Nous, ce qu'on vous garantit, c'est qu'on a toujours appliqué la même méthodologie durant ces années d'analyse et qu'on arrive à dégager des tendances. Et notre présentation, elle sera jalonnée de ces différentes analyses de tendances au-delà même des grands chiffres. Pour autant, il est intéressant de voir quand même la valeur, entre guillemets, la valeur absolue de ces chiffres pour avoir un point de départ. Et au travers de ces trois indicateurs, donc gravité, fréquence, exposition, on s'aperçoit quoi? Notamment au travers de la maladie ordinaire, que ces 3 indicateurs permettent d'approfondir le sujet avec un autre éclairage. Quand vous prenez la maladie ordinaire, vous voyez qu'elle représente 35%, la part des agents s'étant arrêtés, il y en a 35% qui sont arrêtés au travers de la maladie ordinaire. 56 arrêts sur la moyenne de 66 concernent la maladie ordinaire. Donc, vous voyez une part importante sur l'exposition et sur la fréquence de la maladie ordinaire. Pour autant, quand vous calculez la durée moyenne de ces arrêts en maladie ordinaire, ça ne représente, entre guillemets, que 27 jours sur la totalité des moyennes calculées. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la surreprésentation en termes de fréquence et en termes d'exposition de la maladie ordinaire provoque, malgré une durée moyenne la plus faible constatée par rapport aux autres natures d'absentéisme pour raison de santé, pèse de façon très importante sur l'ensemble des sujets. On va le voir de façon progressive, mais attention à la lecture de ces indicateurs, même si la faiblesse, entre guillemets, de la durée moyenne de l'arrêt en maladie ordinaire qui est que de 27 jours, la surreprésentation en termes d'événements, en termes de fréquence et en termes d'agents, l'exposition, fait que, eh bien, on a une massification en fait du poids de la maladie ordinaire sur l'ensemble des données, y compris structurelles.
Regardons maintenant les tendances globales et on va voir que la différence entre la vision conjoncturelle est différente de la vision structurelle. D'un point de vue structurel, si on regarde les années sur 5 ans, de 2017 à 2022, on voit bien que la durée moyenne des arrêts a augmenté de 112%. Le taux d'absentéisme de 105%, le taux d'exposition reste stable et la fréquence est plutôt en baisse avec 91%. Ça, c'est la vision sur les 5 dernières années. Maintenant, si on regarde ce qui se passe entre 2021 et 2022, vous voyez qu'il y a une rupture très nette. C'est-à-dire que la durée moyenne des arrêts a fortement baissé, le taux d'absentéisme reste quasiment stable, l'exposition a augmenté un peu et la fréquence a augmenté fortement. Un phénomène donc étonnant entre 2021 et 2022, mais nous avons quelques explications. Ces explications, elles viennent notamment de la maladie ordinaire. Vous le voyez, Philippe l'a dit tout à l'heure, le poids de la maladie ordinaire est extrêmement important sur la totalité des absences pour raison de santé et tout frémissement en maladie ordinaire a un impact sur la vision globale des arrêts des agents. Et effectivement, quand on regarde le taux d'absentéisme de 53%, il est représentatif de la maladie ordinaire. La maladie ordinaire représente en 2022 85% des arrêts. À noter qu'elle a augmenté parce qu'elle en représentait 82% en 2021. Et en ce qui concerne le nombre d'agents absents, aujourd'hui, il est de 79% quand il était de 75% en 2021. Donc, vous voyez un poids extrêmement important de la maladie ordinaire et qui est en légère augmentation entre 2022 et 2021. Allons un petit peu plus loin sur cette analyse. Alors, je vois en même temps, pour rien vous cacher, on voit les questions qui défilent et il y a pas mal de questions liées aux impacts du Covid, enfin de la Covid. Par rapport à ça, au niveau méthodologique, nous, Reliance, nous collectons des arrêts vis-à-vis d'agents et de collectivités. Donc, on va avoir la nature de l'arrêt, on va avoir la durée, on va avoir la fréquence, etc. On ne va pas avoir la pathologie. Pour autant, ça ne nous empêche pas de mesurer les phénomènes à l'aune de ce qui se passe en termes d'épidémie, notamment concernant la Covid. C'est ce qu'on a essayé de faire sur ce graphique-là. Ce graphique-là, les bâtonnets bleus, c'est quoi? C'est 2021 par rapport à 2022 en MO. Sous-entendu, au mois de janvier, en 2022, a été constaté en maladie ordinaire 77% d'arrêts de plus. Voilà. Et donc, vous voyez, une saisonnalité mois par mois sur l'année 2022 où il y a une surreprésentation du nombre d'arrêts en maladie ordinaire. Donc, plus 77% en janvier. Vous voyez aussi un pic en avril, c'est plus 41%, en juillet, plus 27%. Et au regard de ces différents histogrammes, de cette évolution mensuelle des arrêts en maladie ordinaire, on l'a comparé à une autre donnée qui est la donnée au niveau national des cas confirmés de Covid. Pas que des fonctionnaires. Pas que des fonctionnaires, de la population globale. Et donc, on s'aperçoit que, en fait, il y a une corrélation forte entre la survenance des cas Covid et cette, entre guillemets, surreprésentation en termes d'événements de la maladie ordinaire sur 2020. Donc, on a été plus loin pour savoir qu'est-ce que ça concernait comme typologie d'arrêt. Toujours en mettant la pathologie pure, je ne peux pas vous affirmer que ce sont des arrêts Covid. Pour autant, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que ce sont des arrêts de 3 à 7 jours. Et donc, on peut quand même faire la corrélation entre Covid et arrêt de 3 à 7 jours, compte tenu des délais de déclaration de cette pathologie-là. Et on voit, sur 2022, que c'est les 3 à 7 jours qui sont le plus représentés.
et que par rapport à 2021, ce qui était à 28% en termes de part d'arrêt constaté de 3 à 7 jours, ça passe à 40% en 2022. Donc, cet effet-là, cet effet Covid sur 2022, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à partir de ce constat? On a essayé en fait de savoir si, en neutralisant cet effet conjoncturel, si on gardait le même rythme en termes de fréquence et en termes de gravité, pour savoir, notamment ce qu'a dit tout à l'heure Sylvie sur la gravité, si la gravité continuait à peser sur globalement l'absentéisme, ou si cette rupture était plus structurelle qu'elle n'est conjoncturelle. Une fois qu'on neutralise ces absences de 3 à 7 jours, c'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est on a gardé le même rythme que celui constaté en 2021, qu'on a projeté en 2022, on s'aperçoit qu'on retrouve les mêmes évolutions en termes de fréquence et de gravité qu'on a connues les années précédentes. Donc, on est bien sur un effet conjoncturel du Covid, mais qui a été très marqué sur 2022. Les chiffres, cette année de rupture, quand on voyait les évolutions, c'est très marqué. Pour autant, c'est purement conjoncturel, parce que par ailleurs, quand, même sans l'exercice de neutralisation, vous regardez simplement les arrêts longs en maladie ordinaire, donc là, indépendamment vraiment de l'analyse Covid, on s'aperçoit que ces arrêts continuent à progresser en termes de gravité, que ce soit de 90 à 180 jours ou les plus longs de 180 jours jusqu'à la totalité en termes de droit statutaire MO, donc 365 jours. Vous voyez que c'est une progression sur les 6 derniers exercices qui est quasi constante. Petit aparté sur l'accident de travail, Sylvie vous a dit tout à l'heure, plus 20% en termes de gravité, c'est exactement le même phénomène sur l'accident du travail. On est sur une progression très importante et linéaire de la gravité, y compris l'accident de travail. C'est souvent des questions aussi qu'on nous pose. Est-ce que c'est structurellement les mêmes évolutions que la maladie ordinaire? On retrouve vraiment les mêmes évolutions. Alors, on va peut-être prendre quelques petites questions. On a une question sur la stratification sur la stratification du panel de collectivités. Sous-entendu, est-ce que nous avons un ensemble de collectivités représentatifs de la fonction publique territoriale? Alors, tu veux peut-être répondre? Oui, on peut dire que oui, effectivement, notre panel représente beaucoup des collectivités qui sont aujourd'hui dans les contrats d'assurance des centres de gestion, voilà, donc des collectivités de taille petite, moyenne, mais aussi supérieure, parce qu'il y a aussi quelques grandes collectivités qui passent par les centres de gestion. On a aussi des collectivités individuelles, bien évidemment, dans nos panels. On peut peut-être dire qu'effectivement, on pense qu'on est sous-représenté sur les collectivités de plus de 1000 agents, voilà, dont on n'a pas les données, ou en tout cas pas forcément sur tous les risques. Mais voilà, un panel qui représente relativement bien les collectivités territoriales et présent dans toutes les régions aussi. Ça peut être une question qui peut se poser. Et sachant, je vois aussi la question, c'est bien les agents CNRACL. Ah oui. On est bien sur un volume d'agents CNRACL, donc de l'ordre aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million d'agents CNRACL. Et vous voyez, on a le comportement en termes d'absentéisme de 460 000 de ces agents. Voilà. Eh bien, passons à l'évolution du demi-traitement.
Effectivement, ça c'est un nouvel indicateur. Vous voyez, depuis 22 ans, on cherche toujours à donner des notions supplémentaires et à l'heure où de nombreuses collectivités participent déjà à la prévoyance de leurs agents et où d'autres se préparent à le faire afin de respecter les obligations de participation au 1er janvier 2025, il nous est apparu nécessaire de faire un focus sur ce taux d'exposition au demi-traitement. Voilà, donc ça permet de poser des bases. Ce taux d'exposition est en 2022 à 3,3. Il a progressé, hein, on l'avait déjà dit l'année dernière, hein, les évolutions des agents en demi-traitement progressent. Et il a progressé de 5,7% en 5 ans. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que l'absentéisme avait progressé au global hein, de 5% en 5 ans. Là, on a une progression plus forte des agents en demi-traitement. Aujourd'hui, en 2022, la part des agents absents à demi-traitement est de 18,3%. Donc, vous voyez, c'est un chiffre qui est important. Ça veut dire que potentiellement, si ces agents n'ont pas de complémentaire prévoyance, ils peuvent se retrouver en grande difficulté. Et c'est un taux qui augmente. Il y a 5 ans, il était de 15,1. Donc, la part des agents en demi-traitement dans les agents absents augmente. Alors, il nous a semblé intéressant de regarder un peu en détail pour voir d'où venaient ces agents en demi-traitement. Est-ce que c'était 90 jours d'arrêt continu ou des arrêts discontinus, maladie ordinaire, maladie longue durée? Philippe, tu peux nous commenter ça? Donc, en fait, hein, on a essayé de regarder cette population d'agents arrêtés à demi-traitement, hein, toujours sous la forme de l'indemnisation, hein, puisque c'est bien issu de notre métier en tant que tel. Et donc, par rapport à ça, vous avez 2 dimensions hein, d'analyse là sous les yeux. Donc, à droite, vous avez en termes de pourcentage d'agents, hein, donc par quelle nature d'absence pour raison de santé les agents à demi-traitement sont concernés. Et puis à gauche, vous avez en nombre de jours indemnisés. Donc, même panel, hein, les agents arrêtés et indemnisés à demi-traitement, et à partir d'une répartition en termes de nombre de jours indemnisés. Et donc, par rapport à ça, quand vous prenez le nombre de jours indemnisés, on s'aperçoit que la maladie ordinaire, donc le bleu en regardez, hein, la maladie ordinaire représente près de 50% hein, du nombre de jours indemnisés. Donc, ça met en exergue un sujet hein, qui est que l'indemnisation, donc la couverture en lien avec le demi-traitement, donc la prévoyance, hein, la prévoyance, derrière la prévoyance, c'est pas que des arrêts longs, voire très longs, c'est pas que de la longue maladie, c'est pas que de la longue durée, c'est aussi de la maladie ordinaire. C'est aussi de la maladie ordinaire que l'on voit avec de la fréquence. Donc, ce joli dégradé bleu qui va du bleu foncé au bleu ciel, c'est pourquoi? C'est pour vous signifier que on est sur de la maladie ordinaire avec un seul arrêt, c'est sûr, hein, un seul long arrêt de plus de 90 jours, c'est les 21,8% en termes de jours indemnisés, mais vous avez aussi de la maladie ordinaire qui provient de 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts et plus, donc avec cette modalité hein, de comptage des arrêts des agents. Donc, on regarde les arrêts successifs sur la période de 365 jours et on regarde s'ils passent la barrière des 90 jours. Et donc, par rapport à ça, vous voyez hein, qu'il y a un sujet de fréquence en termes de maladie ordinaire dans l'appréciation du passage à demi-traitement des agents. Ensuite, on voit que cette partie maladie ordinaire, quand on la compte en pourcentage d'agents, on parle plus de 50%, mais on parle de 75% des agents qui sont arrêtés à demi-traitement. Donc là aussi, ça vient tordre un peu l'idée que
la prévoyance, c'est entre guillemets que du risque long. En général, les porteurs de risque évoquent cette sémantique-là, mais on est face aussi à des comportements d'agents qui sont proches de ces 90 jours et qui passent à demi-traitement et n'y restent, entre guillemets, pas tellement longtemps. Alors, quel est l'âge moyen des agents qui sont à demi-traitement? Je dirais sans surprise, l'âge moyen est supérieur à la moyenne d'âge de la fonction publique territoriale, qui, je vous le rappelle, est de 48 ans. Donc, vous voyez, avec un âge moyen de 49,6, les agents en arrêt depuis plus de 90 jours sont plus âgés, c'est une évidence. Maintenant, si on regarde un petit peu comment ils se répartissent, vous voyez à 36,8, la partie rose, ce sont les agents qui ont plus de 55 ans. Donc là, je dirais, ce n'est pas une surprise, avec sur ce tiers, on va dire, un âge moyen supérieur à 58 ans. En deuxième, on voit qui représente presque 50% les agents qui ont entre 40 et 55 ans, avec un âge moyen de 48,4. Et ce qui est étonnant, et certainement un point d'alerte, ce sont les agents de moins de 40 ans, parce qu'ils représentent quand même 15,8% avec un âge moyen de 33,5. Donc ça ce camembert, on va dire, et en tout cas cette part des agents jeunes qui peuvent être à demi-traitement, je pense que c'est un bon argument pour inciter, tant que ces contrats d'assurance prévoyance sont des contrats facultatifs, ce qui certainement ne durera pas. Mais en attendant, c'est un bon argument pour inciter les agents de moins de 40 ans à souscrire à un contrat prévoyance. Voilà, l'arrêt, tout le monde peut avoir un arrêt long. Maintenant, on peut effectivement se poser la question, c'est tous ces agents s'arrêtent-ils tous pour la même raison, en fonction des âges? Et c'est la question que nous avons à laquelle nous avons tenté de répondre avec ce graphique, pour vraiment, en effet, questionner la nature de l'arrêt en fonction de l'âge de l'agent. Donc, c'est le genre d'exercice de hobby que l'on a chez Reliance, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière le chiffre. C'est pas simplement s'arrêter sur la valeur absolue, mais essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière pour mettre en place, préconiser des actions, mais aider aussi les employeurs à mettre en place des politiques de prévention. Et on s'aperçoit quoi en questionnant la nature en fonction de l'âge sur cette notion de demi-traitement? On s'aperçoit que la principale différence entre les générations d'agents arrêtés à demi-traitement, c'est bien cette nature d'absence pour raison de santé. Si vous prenez les agents les plus jeunes, les moins de 40 ans, ils représentent près du quart de la totalité des agents arrêtés en maladie ordinaire à demi-traitement. Mais ils ne représentent que 9%, près de 9% de la longue maladie longue durée. Et plus on regarde les strates qui évoluent dans le temps, donc les strates de seniors, plus on perçoit une représentation de ces agents seniors beaucoup plus marquée en longue maladie longue durée. Donc, encore une fois, Sylvie l'a dit, il est important de constater que les moins de 40 ans sont présents dans l'indemnisation à demi-traitement. Donc, sous-entendu, ça les concerne bien, ces agents, cette couverture en termes de prévoyance, mais ils ne sont pas, entre guillemets, absents pour les mêmes raisons que les agents seniors. Donc, plutôt des pathologies relevant de la maladie ordinaire pour les moins de 40 ans, donc avec des arrêts plus courts, et puis des pathologies plus longues pour les agents, entre guillemets, seniors, où là, on va retrouver une surreprésentation de la longue maladie, de la longue durée. Maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, mais il y a aussi la disponibilité d'office.
la disponibilité d'office, en effet, là, c'est un sujet, petit aparté, je vois les questions qui défilent. On va tenter d'y répondre à l'ensemble des questions, peut-être en fin de période, mais on les a bien mis de côté. Pour reprendre le fil, la disponibilité d'office, on a été interrogé sur le sujet, au même titre qu'on a été interrogé sur la nature des indicateurs à fournir en termes de demi-traitement, avec le taux d'exposition. On nous a posé des questions sur la disponibilité d'office. Là aussi, la question était, est-ce que vous pouvez statistiquement prouver l'intuition que l'on a, nous, en collectivité, à savoir que l'ADO, la disponibilité d'office, devient un sujet beaucoup plus prégnant. Donc, on a essayé de compulser différentes données. Donc, on va regarder la disponibilité d'office sous différents angles. Simplement pour rappel, mais je sais que vous maîtrisez ça mieux que moi en face, mais la disponibilité d'office, c'est bien quand l'agent arrive au bout de ses droits, congé maladie, que ce soit en MO, en LD, en longue maladie. Donc, entre guillemets, c'est la position ultime et hop, on bascule en disponibilité d'office. Alors, regardons les chiffres. Effectivement, la part de disponibilité d'office dans les effectifs employés en 2022 est très faible. Vous voyez, en maladie ordinaire, elle représente 0,5%. Des agents en maladie ordinaire ont fait suite à une disponibilité d'office. Longue maladie, longue durée, 0,2%. Et puis, l'ensemble, c'est 0,3%. Donc, en nombre d'effectifs, c'est très faible. En part dans les événements, c'est aussi très faible, 0,8% par rapport à la maladie ordinaire, un peu plus sur la longue maladie, longue durée, mais ce n'est pas étonnant, 5,4%. Au global, 1,1%. Tout ça reste très faible. Par contre, si on regarde la part de la disponibilité d'office dans les jours indemnisés, là, vous voyez que ça devient significatif. En maladie ordinaire, ça représente 17,9%. En longue maladie, longue durée, 28,7%. Donc, voilà, c'est presque 30%, on va dire, des jours liés à la longue maladie, longue durée vont être en disponibilité d'office. Et voilà, c'est la première fois que l'on a étudié ces chiffres-là. J'avoue qu'ils nous ont vraiment surpris. Regardons un petit peu l'évolution de l'âge moyen des agents en disponibilité d'office. Vous le voyez, si on regarde sur une durée longue, c'est toujours intéressant de prendre du recul. Entre 2000 et 2014, on oscille entre 49, 48, 49, mais voilà, ça reste relativement stable. 2014, on a eu une réforme des retraites, si vous vous en souvenez bien, et on voit là, on passe la barre des 50 ans. La barre des 51 ans est passée en 2017, mais si ça baisse un petit peu les années après, ça remonte. Et aujourd'hui, sur 2021, on n'a pas encore sorti les chiffres de 2022, on est à 52 ans. Voilà, la future réforme des retraites nous laisse à croire aussi que ces chiffres vont continuer à augmenter dans les années qui viennent. Si on regarde la répartition par tranche d'âge, effectivement, sans surprise, la part la plus importante est les agents qui ont de 50 à 59 ans. La part des agents qui ont 60 ans et plus est plus faible. Mais là encore, aujourd'hui, on a un départ en retraite au plus tard à 62 ans en majorité. Donc, c'est une barre qui va augmenter très sérieusement dans les années qui viennent. Mais la part qui nous inquiète le plus, on va dire, c'est les agents de moins de 40 ans. Vous voyez, ça représente 9% pour les 30 à 39 ans, 1% pour les moins de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a 10% des agents qui ont épuisé tous leurs droits avant même l'âge de 40 ans. C'est un indicateur qui, je crois, pose vraiment question et la question de l'usure professionnelle est aussi une des questions qui doit être soulevée. Et c'est vrai que ces données qu'on vous présente, notamment sur la disponibilité d'office, c'est aussi pour aider à la réflexion sur le meilleur accompagnement de l'agent.
parce que vous le voyez, hein, la typologie de préconisation, d'action à mener par l'employeur territorial sur ce sujet de l'ADO, mais pas uniquement, naturellement, mais entre une population à moins de 40 ans, donc là on est 10% de l'ADO, 10%, cette population-là, on peut se poser la question, quelqu'un qui arrive, un agent qui arrive à moins de 40 ans, au bout de ses droits, entre guillemets, statutaires, de congé maladie statutaire, c'est questionnant. Et de toute façon, l'accompagnement que doit mener la collectivité auprès de cet agent, c'est pas le même qu'auprès des seniors de 50 à 59 ans. Je ne veux en aucun cas dire qu'il ne faut rien faire sur et l'un ou l'autre, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut accompagner à l'aune de l'ensemble de ces données l'agent. Et tout ça, ça contribue à la mise en œuvre du management des risques. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on en parlera en novembre lors d'une autre présentation, mais c'est bien ça, la pertinence de la donnée, elle n'est pas uniquement dans la lecture à des fins de présentation en webinaire. Nous, c'est de la matière chaude que, entre guillemets, on injecte auprès des collectivités pour mener à bien des politiques de management du risque, et en l'occurrence du risque. Philippe, je te propose qu'avant de passer à la réforme des retraites, on prenne quelques minutes pour répondre à quelques questions. La première, par exemple, pour revenir au taux d'exposition qui était en baisse jusqu'en 2021 avec le jour de carence, mais qui a remonté sous l'effet du Covid, pouvez-vous estimer a priori si cette hausse Covid va perdurer? Donc, j'ai envie de dire à Jeanne, je me permets parce que j'ai son prénom, au-delà du fait que ce soit une très bonne question, il s'agit de regarder en termes de profondeur, de survenance, les vagues Covid. Parce que en 2022, même si on avait tous en tête le fait qu'il y avait eu des vagues de Covid, on a un peu passé rapidement sur le fait qu'il n'y avait plus de confinement, il n'y avait plus de masques, donc une épidémie qui pouvait galoper de façon beaucoup plus importante. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu ces pics sur les mois de 2022. On peut s'interroger sur 2023 au travers des chiffres sur la Covid. Est-ce qu'on a ces mêmes pics, on a ces mêmes constatations en 2023? En termes de profondeur épidémiologique, ce n'est pas la même chose. L'année n'est pas finie, croisons les doigts, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas cette notion cette image de vague. Voilà. On a toujours de la récurrence, par contre, on n'a pas ces vagues. Par contre, pour aller un peu plus loin, et sur un sujet aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la gravité et, entre guillemets, ce qu'on appelle la Covid long? Est-ce que les pathologies issues des premiers cas de Covid et qui ont fragilisé les personnes et pour certains ont provoqué des arrêts, ça, aujourd'hui, on n'est pas en capacité, on n'a pas assez de recul pour le mesurer. Ça va être, entre guillemets, plus coton à identifier. Pour autant, c'est un vrai sujet. Et on n'a pas les pathologies. Et on n'a toujours pas les pathologies, donc c'est compliqué à mesurer. Peut-être prendre une deuxième question. Oui, une question sur l'augmentation des arrêts liés à la santé mentale. Alors, pour répondre à ça, plusieurs angles. Un angle qui n'est pas nécessairement statistique. On s'aperçoit au travers de travaux qu'on emmène sur la qualité de vie au travail que quand on a l'émergence de problèmes les fameux RPS dans les collectivités, quand on a une évaluation qui est entre guillemets rouge,
vous avez toutes les chances qu'il y ait une forte corrélation avec les arrêts pour raison de santé derrière. Dans une autre parution, on avait fait ce lien entre risque RPS et puis absentéisme pour raison de santé. Et c'est vrai que sur une partie de la population, on sent qu'une partie de la gravité est liée à l'augmentation des sentiments, entre guillemets, de mal-être, de tout ce qui relève de la santé mentale. C'est un vaste champ, hein, donc c'est vrai aussi qu'il faut le qualifier pour un peu mieux quantifier. Pour autant, encore une fois, n'ayant pas la pathologie, on ne peut pas s'en assurer. Mais quand on lance dans des collectivités ce sujet-là en disant travaillons sur la santé mentale en termes de diagnostic, diagnostic du burn-out, mise en œuvre de pratiques au-delà du diagnostic curatives auprès d'agents de façon individuelle ou de façon collective, on sent une appétence forte des collectivités sur le sujet, à tel point qu'on est en train de se doter d'un accompagnement spécifique sur la santé mentale. Merci Philippe. Je vous propose qu'on continue sur la réforme des retraites et puis on prendra les autres questions à la fin. Donc, premier élément qui est extrêmement important d'avoir en tête quand on décrypte, quand on lit toutes ces statistiques, hein, c'est l'âge moyen. L'âge moyen dans la fonction publique territoriale est de 48 ans, c'est-à-dire qu'il est de 7 ans plus élevé et que l'âge moyen dans le secteur privé est 4 ans dans la moyenne des fonctions publiques, donc hospitalières et État. Donc, vous voyez, c'est un impact très important sur les absences pour raison de santé. Et du coup, c'est très difficile de comparer des chiffres, hein, et il ne faut pas le faire parce que l'impact de la pyramide des âges est extrêmement important. Si on regarde, vous voyez, fonction publique territoriale, ce sont les bâtonnets rose vive, vous voyez, entre 45 et 59 ans, c'est là où la part est la plus importante, hein, 15,9, 45 à 49 ans, 16,8, 50 à 54, et puis 16,9 de 50 à 59 ans. Petite précision d'ailleurs, ça chute dans les 60 ans et plus, parce que jusqu'à aujourd'hui, la réforme des retraites a amené à travailler jusqu'à 62 ans, donc beaucoup d'agents partaient en retraite à ces âges-là, et donc cette part était très faible. On peut penser dans les années qui viennent, avec l'impact de la réforme des retraites, que cette part-là sera plus importante dans les années qui viennent. Si on continue pour regarder l'impact, le lien entre pyramide des âges et absence pour raison de santé. Là aussi, hein, c'est un angle qu'on a voulu travailler pour vraiment à des fins aussi pédagogiques, hein, de trouver une visualisation de la corrélation entre l'âge et l'absentéisme. Parce que c'est vraiment des questions qui reviennent de façon récurrente de la part des employeurs territoriaux et de la part des agents eux-mêmes, hein, quand on parle aux partenaires sociaux. Est-ce que c'est corrélé? Donc, on a tenté de répondre à cette question avec ce graphe en répartissant en fait la part des arrêts pour raison de santé et la part des jours d'arrêt, hein, pour les mêmes raisons, par strate d'âge. Donc, vous voyez, hein, que ça s'échelonne des moins de 25 ans jusqu'aux 60 ans et plus. Et de façon très, très logique, hein, ce qu'on ressent tous de façon empirique, en fait, c'est traduit de façon statistique avec une surreprésentation des agents seniors sur la répartition des absences. Donc, plus un agent avance dans l'âge, plus il a des chances de s'arrêter. Quand il s'arrête plus longtemps qu'un agent plus jeune. Et ça, voilà, les chiffres permettent de faire cette corrélation. Après, rien n'est inexorable. Ce n'est pas parce qu'il y a une constatation statistique que c'est
entre guillemets, gravé dans le marbre et il n'y a rien à faire. Naturellement, les agents seniors ils s'arrêtent sur des pathologies en général différentes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, des pathologies plus longues. Par contre, ça demande un accompagnement peut-être différent et peut-être des préconisations, notamment en termes de pénibilité et d'usure professionnelle concernant l'agent, qui viennent en amont, qui viennent prévenir cette dégradation, entre guillemets, connue de la santé au travail de l'agent. Donc, on prend toujours l'exemple de l'ADSEM ou de la personne qui va collecter les ordures ménagères, du reaper. On sait que la période d'activité de ces agents, au-delà de cette période d'activité, vous avez une période où l'agent est beaucoup plus fragile parce que, entre guillemets, cassé par son travail. Et donc, les chiffres qu'on vous a montrés sans divulguer de secrets, on les a montrés aussi lors d'une audition à l'IGAS, qui travaille à la création du fonds concernant l'usure professionnelle. Ben, voilà, c'est ce genre de sujets qui ont été évoqués pour vraiment, on va dire, illustrer la pénibilité d'une fonction publique territoriale composée à 75% d'agencés, avec des métiers derrière qui restent des métiers d'exécution, avec une pénibilité et un taux d'usure, entre guillemets, fort. Alors, là aussi, hein, on est sur ce graphe, hein, sur cette projection à 10 ans, on est sur une demande des acteurs territoriaux. La demande, c'est qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, entre guillemets, il y aura un grand soir de la fonction publique territoriale où tout va changer? Je suis caricatural en disant ça, mais c'est quelquefois la question posée, peut-être un peu plus par les élus, un peu moins par les fonctionnaires. On est, en fait, on a projeté l'exercice de la façon suivante. On a pris des variables. On a pris comme variable le fait que dans la fonction publique territoriale, déjà, le niveau de recrutement, il ne se fait pas qu'avec des agents jeunes. Aujourd'hui, une collectivité qui recrute, elle recrute déjà un agent qui veut bien rentrer dans la fonction publique territoriale et en fait, il n'est pas nécessairement jeune. Je crois que c'est 11% seulement des agents qui rentrent dans la fonction publique territoriale qui ont moins de 25 ans. Tout à fait. Et donc, première variable, on a repris cette stratification du recrutement pour le projeter de la même façon d'année en année. Deuxième hypothèse qu'on a pris dans cette projection, je vais vous la détailler ultérieurement, mais deuxième hypothèse qu'on a pris dans cette projection, c'est le fait qu'on remplaçait un départ par une arrivée. C'est-à-dire, on est vraiment à 1 pour 1. Il y a quelques temps auparavant, il y a quelques années, on nous avait demandé de faire un départ pour, plus exactement, 2 départs pour un remplacement, voilà, que je ne me trompe pas dans le sens, ce serait dramatique. Et on est revenu plutôt à une hypothèse de 1 pour 1, qui est, à mon avis, plus proche de la réalité aujourd'hui connue par les collectivités territoriales. Et pour faire cette projection, nous sommes partis de la totalité des agences CNRACL. Donc là, vous avez près du 1,5 million des agences CNRACL, avec la stratification par âge, donc qu'on a projeté en fonction de ces 2 hypothèses, en rajoutant la réforme des retraites, à savoir un départ progressif jusqu'à 64 ans, pour essayer de savoir comment ce 1,5 million d'agents CNRACL évoluer en fonction de leur âge dans le temps. Donc, tout ça pour vous dire que ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2022, l'image que l'on peut avoir de la fonction publique territoriale en fonction de l'âge, c'est qu'on a près de 50% des agents qui ont plus de 50 ans.
Donc, ce 50%, qu'est-ce qui devient au fur et à mesure du temps? Eh bien, il devient 20 plus 36, il devient près de 60% en fin de période. Sous-entendu, vous avez presque 2/3, si je grossis un petit peu, presque 2/3 de l'effectif qui a plus de 50 ans. Donc, là aussi, c'est réduire à néant certaines idées préconçues, notamment la politique du grand soir, où on s'aperçoit que les départs en retraite se font de façon progressive et que de toute façon, du fait du recul du départ en retraite avec la réforme de la retraite actuelle qui s'applique, nécessairement cette population va grandir dans le temps. Donc, là aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça pose la question de cet accompagnement d'une population à 60% à plus de 50 ans. Est-ce que ça s'accompagne de la même façon que la totalité de la population? Est-ce que pour les collectivités qui n'ont pas déjà engagé une politique de prévention liée à de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, enfin, ça dépend comment on l'applique, mais une gestion prévisionnelle très en lien avec la santé au travail, on le voit, aujourd'hui, ça a du sens de s'engager vers le management de ce risque avec de la donnée. Il faut piloter, il faut identifier, il faut réussir à convaincre, à s'engager, à engager toutes les parties prenantes dans la collectivité pour mener à bien des actions et puis arriver à mettre en œuvre. Mais entre guillemets, on connaît, entre guillemets, ce qui va arriver. Même si ce que je vous dis à la virgule près, c'est pas parole d'évangile, on ne va pas le signer avec notre sang aujourd'hui. Pour autant, c'est bien la tendance que vous allez percevoir dans vos collectivités sur les prochaines années. Donc, charge à l'ensemble des parties prenantes de préconiser les bonnes solutions, si ce n'est pas déjà le cas au nombre de collectivités qui travaillent beaucoup avec leur CDG, etc., qui accompagnent les agents, notamment les agents seniors. Pour autant, attention à la vague qui arrive. Merci Philippe pour ces projections. Peut-être juste avant de conclure, est-ce qu'il y a une ou deux questions rapides à laquelle on pourrait répondre? Alors, il y a une question sur les arrêts. Remonte. Temps partiel thérapeutique. Des questions sur le fait que des 44% des médecins qui affirment délivrer davantage d'arrêts depuis 2 ans. Plus de la moitié d'entre eux, 25%, affirment que ces prescriptions sont d'abord justifiées par des raisons sociales. Alors, naturellement, on ne va pas statuer sur un avis médical, ni c'est pas quelque chose, nous, qu'on a constaté nécessairement. Je rapprocherai simplement le fait que le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est un sujet de gravité, c'est-à-dire la durée de l'arrêt. On le voit, notamment avec la période Covid, il y a de la fréquence aujourd'hui. Oui, il y a un peu plus de fréquence et un peu plus d'exposition. Par contre, durant les dernières années, on avait une baisse du nombre global d'arrêts constatés par agent, par population, etc. Donc, je ne remets pas du tout en cause ce 44% des médecins, etc. C'est sûrement le cas. Mais attention à l'aspect conjoncturel. Et on l'a dit aussi, moi je ne sais pas ce que c'est qu'une prescription justifiée pour des raisons sociales. Est-ce que ça a une dimension, là aussi, santé mentale? Je ne sais pas. Voilà. Pour autant, ça peut peut-être faire partie d'une partie de l'explication. Il y avait une autre question sur le temps partiel thérapeutique qui était en augmentation. Effectivement, oui, c'est des chiffres que l'on constate. On verra si dans une prochaine publication, peut-être on détaille un peu plus le temps partiel thérapeutique. Bon, je crois qu'on arrive à
Je regarde s'il y a d'autres questions. Temps partiel thérapeutique aussi. Temps partiel, effectivement, oui. Ça sera une idée de faire un zoom là-dessus. De même, j'en profite pour dire aux nombreuses 10 qui participent à ce webinaire que nous sortirons notre note de conjoncture sur le panorama des risques uniquement sur les SDIS le 12 octobre. Voilà. Donc, dans quelques semaines. Et puis, je vous souhaite un bon congrès d'ailleurs aux SDIS parce que c'est cette semaine. Peut-être en conclusion, hein, nous le savons tous, la fonction publique fait face à de nombreux défis. L'attractivité, l'adaptabilité aux évolutions des métiers, des technologies, l'employabilité sur la durée des carrières, hein, allongée par la récente réforme des retraites. Nous espérons que par ce panorama, avoir contribué à donner quelques éclairages, quelques bases d'analyse, quelques bases de comparaison pour vos collectivités. Une seconde publication viendra compléter celle-ci en novembre et nous permettra d'illustrer la thématique de management des risques, hein, à savoir les moyens de piloter, de prévenir et de maîtriser les absences pour raisons de santé. Donc, on vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous et puis on vous donne rendez-vous début novembre. Hein. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'échanger sur certains points. Un grand merci à vous. Merci Philippe. Un grand merci à vous. Merci pour vos questions et puis donc à bientôt au mois de novembre, enfin au mois d'octobre, le 12 octobre pour les SDIS et au mois de novembre pour les autres, pour illustrer tout ce qu'on vous a dit. Merci à vous.